Le 12 octobre 1996, Adrien, un adolescent de 16 ans, a disparu en rentrant de la bibliothèque de Clairefontaine, une petite ville tranquille du Val-de-Loire. Son trajet ne devait durer que 10 minutes. Pendant 17 longues années, son affaire est restée une énigme absolue, un dossier froid qui a hanté sa famille et empoisonné la paix de sa communauté. Il n'y avait aucune trace, aucun témoin, aucun mobile. C'était comme si le garçon s'était simplement évaporé dans l'air frais d'un soir d'automne, jusqu'à ce qu'un simple morceau de papier jauni par le temps et tombé d'un vieux livre d'histoire ne vienne tout bouleverser, révélant que la clé du mystère avait toujours été là, silencieuse. Comment est-il possible que la vérité soit restée cachée si longtemps, à la vue de tous, entre les pages d'un livre? Avant de vous raconter comment un simple code griffonné sur une note oubliée a permis de déterrer une conspiration silencieuse au cœur même de cette ville, en apparence si paisible, prenez un instant pour commenter de quel pays vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter sur ces affaires oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'enchaînement d'événements que cette découverte apparemment anodine a déclenché, prouvant que certains secrets ne peuvent rester enfouis pour toujours. L'histoire d'Adrien est un rappel puissant que la persévérance peut, même après des décennies de silence, faire éclater la vérité la plus sombre et la plus inattendue, changeant à jamais la perception d'une communauté entière. Adrien n'était pas un adolescent à problème, loin de là. C'était un garçon calme, introverti, et d'une intelligence remarquable, passionné par l'histoire et la cryptographie. Il passait le plus clair de son temps à la bibliothèque municipale, un bâtiment ancien et majestueux qui était son véritable sanctuaire. Ses parents, Hélène et Stéphane, un couple aimant et respecté, n'ont jamais cru une seconde à la thèse de la fugue. Adrien était responsable, méticuleux. Il n'aurait jamais disparu sans laisser un mot. Le jour de sa disparition, il avait suivi sa routine habituelle, l'école, puis la bibliothèque pour travailler sur un exposé. À une époque sans téléphone portable ni surveillance vidéo à chaque coin de rue, son absence n'a été constatée que tard dans la soirée, lorsque son fauteuil est resté vide à l'heure du dîner. Pour ses parents, les années qui ont suivi ont été une torture indicible. Stéphane, son père, professeur d'histoire, a transformé la chambre de son fils en un quartier général d'enquête. Les murs étaient couverts de cartes de la région, de chronologies et de théories manuscrites. Il passait ses nuits à relire les rapports de police, cherchant une faille, un détail oublié, une incohérence qui pourrait tout changer. Hélène, sa mère, qui tenait une petite librairie en ville, vivait une douleur plus intérieure, mais tout aussi dévastatrice. Elle refusait de déménager, de changer la moindre chose dans la chambre d'Adrien, s'accrochant à un espoir fragile qui s'effritait un peu plus chaque jour. La perte ambiguë, cette absence sans corps ni réponse, les a consumés, les laissant suspendus dans un deuil impossible. L'enquête initiale menée par le commissaire Moreau, un homme droit mais rapidement dépassé, n'a abouti à rien. Des battues ont été organisées dans les bois environnants, le fleuve a été sondé, et chaque habitant de Clairefontaine a été interrogé. Mais le mystère restait entier. Aucun signe de lutte, aucune demande de rançon, aucun témoin fiable, juste un vide. L'affaire Adrien est devenue le grand échec de la carrière de Moreau, une ombre qui l'a suivi jusqu'à sa retraite. Le dossier s'est épaissi au fil des ans, rempli de pistes qui ne menaient nulle part, de faux témoignages et de théories spéculatives. La ville, d'abord unie dans la peur et la solidarité, a lentement laissé place à une méfiance latente. Les portes, autrefois laissées ouvertes, se fermaient désormais à double tour. La bibliothèque de Clairefontaine, autrefois un symbole de savoir et de sécurité, est devenue le cœur glacial du mystère. C'est là qu'Adrien a été vu pour la dernière fois, plongé dans un obscur traité sur la symbolique médiévale. La bibliothécaire de l'époque, Madame Martine, une femme âgée et austère, a confirmé l'avoir vu partir peu avant la fermeture. Son témoignage était factuel, mais plusieurs enquêteurs ont noté une certaine nervosité dans sa voix, une inquiétude qui semblait dépasser la simple préoccupation pour un jeune habitué. Le bâtiment lui-même, avec ses allées sombres et ses milliers de livres silencieux, semblait garder un secret. Il est passé du statut de sanctuaire de la connaissance à celui de mausolée d'une vérité perdue, un rappel constant de la question qui hantait la ville. Que s'est-il passé ce soir-là? Les années ont passé,
transformant l'espoir frénétique des premiers jours en un silence lourd et pesant. L'enquête, autrefois une priorité nationale qui mobilisait des dizaines de gendarmes, s'est lentement éteinte. Les appels à témoins se sont raréfiés. Les articles de journaux ont été relégués aux pages des faits divers, puis ont complètement disparu. Pour les autorités, l'affaire Adrien est officiellement devenue un cold case, un de ces dossiers poussiéreux rangés dans une armoire métallique, symbole d'un échec collectif. Pour la famille, cette classification fut une seconde mort. C'était l'abandon institutionnel, la reconnaissance que personne en dehors d'eux ne cherchait plus activement leur fils. La douleur de l'absence était désormais aggravée par le sentiment d'une injustice profonde, celle d'être seul face à un vide immense que la société avait choisi d'ignorer. Stéphane, le père d'Adrien, a refusé d'accepter cette fatalité. Son obsession, d'abord une force motrice, a commencé à le ronger de l'intérieur. Il a délaissé ses cours, ses élèves, remarquant son regard absent, perdu dans des pensées lointaines. La chambre de son fils est devenue son unique univers. Il a développé des théories de plus en plus complexes, reliant la passion d'Adrien pour la cryptographie à des sociétés secrètes locales ou à des mystères historiques enfouis sous la ville. Il passait des nuits blanches à décortiquer les registres de la bibliothèque, persuadé que son fils avait laissé un indice codé que seul lui, son père, pourrait déchiffrer. Cette quête est devenue sa raison de vivre, mais elle l'a aussi isolé du monde et de sa propre femme, le plongeant dans une spirale de paranoïa et de chagrin sans fond. Hélène vivait un calvaire différent, plus silencieux mais tout aussi destructeur. Sa librairie, autrefois un lieu de passion et de partage, s'est transformée en une cage dorée. Chaque client qui entrait, chaque regard de pitié ou de curiosité morbide, était une nouvelle blessure. Elle maintenait une façade de normalité, souriant poliment, conseillant des lectures, mais à l'intérieur elle hurlait. Le pire était de ranger les rayons d'histoire ou de romans d'aventure, ceux qu'Adrien aimait tant. Un jour, une mère est venue acheter un livre sur les Templiers pour son fils adolescent. Hélène a senti ses mains trembler en emballant le livre, le même genre d'ouvrage qui avait captivé Adrien. Elle a dû se retirer dans l'arrière-boutique, submergée par une vague de chagrin si intense qu'elle a cru qu'elle allait s'effondrer. Au fil des séances, la famille a dû affronter une autre forme de torture, les fausses pistes et les espoirs cruels. Des médiums et des voyants les contactaient, prétendant avoir des visions d'Adrien, décrivant des lieux qui, après vérification, se révélaient être de pures inventions. Chaque appel téléphonique était un sursaut d'espoir, suivi d'une chute brutale dans la déception. Des lettres anonymes arrivaient, accusant des voisins innocents, semant la discorde dans une communauté déjà fragilisée. Ces interférences, souvent nées d'une volonté maladroite d'aider ou d'un besoin malsain d'attention, ne faisaient qu'ajouter du chaos à leur douleur. Pour Hélène et Stéphane, apprendre à ne plus espérer est devenu un mécanisme de survie, un exercice quotidien pour se protéger d'un monde qui semblait prendre un plaisir pervers à rouvrir leurs plaies. Même à la retraite, le commissaire Moreau n'a jamais pu se défaire du fantôme d'Adrien. L'affaire était devenue son échec personnel, une ombre qui planait sur ses années de service. Il gardait une copie non officielle du dossier chez lui, la relisant de temps en temps, tard le soir, avec un verre de cognac à la main. Il se repassait en boucle les interrogatoires, les rapports, les cartes. Il maudissait le manque de moyens de l'époque. Pas d'analyse ADN poussée, pas de géolocalisation de téléphone, pas de caméra de surveillance. Il était convaincu que la clé se trouvait dans les témoignages humains, dans un mensonge ou une omission, passé inaperçu. Il se souvenait particulièrement de la nervosité de la bibliothécaire, Madame Martine. Il avait toujours eu le sentiment qu'elle en savait plus, mais il n'avait jamais réussi à percer sa carapace. En 2005, près de 10 ans après la disparition, une lueur d'espoir a brièvement percé les ténèbres. Un homme, en déménageant, a retrouvé une vieille caméra vidéo contenant des cassettes de ses vacances en famille à Clairefontaine, en octobre 1996. En visionnant les images, il a remarqué, en arrière-plan près de la bibliothèque, une voiture suspecte, un modèle ancien avec une plaque d'immatriculation partiellement lisible. L'information a été transmise à la gendarmerie qui a rouvert brièvement le dossier. Pendant quelques semaines, l'effervescence est revenue. Les enquêteurs ont tenté de retrouver le propriétaire du véhicule, ont interrogé d'anciens garagistes, mais la piste s'est avérée être un autre cul-de-sac.
La voiture appartenait à un touriste allemand, décédé depuis, et rien ne permettait de le lier à l'affaire. Pour les parents d'Adrien, ce fut une nouvelle et cruelle désillusion. La ville de Clairefontaine, quant à elle, avait appris à vivre avec son fantôme. Le nom d'Adrien était devenu une légende urbaine, une histoire que les parents racontaient à leurs enfants, pour les effrayer et les inciter à ne pas traîner dehors le soir. « Fais attention, ou le fantôme de la bibliothèque t'emportera », disait-il à mi-voix. La bibliothèque elle-même, malgré sa beauté, conservait une atmosphère étrange, presque lugubre pour ceux qui se souvenaient. Les adolescents se lançaient des défis pour y rester après la fermeture, espérant apercevoir une ombre ou entendre un murmure. La disparition d'Adrien n'était plus un drame humain pour la nouvelle génération, mais une histoire à faire peur, un mystère local qui ajoutait un frisson à la tranquillité de la ville, ignorant que la vérité, bien réelle, dormait silencieusement sur une étagère. Puis, en 2013, 17 ans. Après la disparition, le silence a été brisé par le plus improbable des hasards. Camille, une jeune étudiante en histoire à l'université locale, préparait une thèse sur la transmission des savoirs au Moyen Âge. Contrairement aux adolescents de la ville, qui voyaient la bibliothèque comme un lieu hanté, elle la considérait pour ce qu'elle était, un trésor de connaissances. Pour ses recherches, elle a demandé à consulter un ouvrage spécifique, un traité rare et peu demandé sur la symbolique médiévale. Sans le savoir, elle tenait entre ses mains le même exemplaire qu'Adrien avait emprunté le jour de sa disparition. Le livre était lourd, sa reliure usée par le temps, et il sentait la poussière et les secrets. Pour Camille, ce n'était, à ce moment-là, qu'un simple outil de travail. Alors qu'elle tournait délicatement les pages jaunies, faisant attention à ne pas abîmer le papier fragile, un petit morceau de papier plié en 4 est tombé sur la table en bois massif. Son premier réflexe fut de penser à un vieux marque-page oublié par un lecteur des décennies plus tôt, mais en le dépliant, elle n'a pas trouvé un nom ou un dessin, mais une série de chiffres et de symboles étranges, griffonnés à la hâte avec un stylo à billes bleues. 5, 12.3, 87.4.11, 213.9.7. La séquence n'avait aucun sens apparent. Pourtant, il y avait une structure, une logique sous-jacente qui a immédiatement piqué sa curiosité d'historienne, habituée à déchiffrer des manuscrits anciens. Ce n'était pas un gribouillage aléatoire, c'était un message intentionnel, un code qui attendait d'être lu. L'esprit de Camille a immédiatement fait le lien. La légende locale du garçon de la bibliothèque lui est revenue en mémoire, ainsi que la passion d'Adrien pour la cryptographie. Un frisson l'a parcourue. Se pourrait-il que... Elle s'est précipitée vers les archives de la bibliothèque et a demandé à consulter les anciens registres de près. Le cœur battant, elle a retrouvé la fiche du 12 octobre 1996. Le nom d'Adrien était là, à côté du titre du livre qu'elle tenait. Il n'y avait plus de doute possible. Ce bout de papier n'était pas un simple hasard. C'était une capsule temporelle, un message désespéré laissé par un adolescent qui savait qu'il était en danger. 17 ans de silence venaient de prendre fin et la clé était entre ses mains. Consciente de l'importance de sa découverte, Camille s'est rendue à la gendarmerie locale. Elle a présenté le livre, la note et les registres de prêt à un jeune officier qui connaissait à peine l'affaire Adrien, si ce n'est comme une vieille histoire locale. La réaction initiale fut empreinte d'un scepticisme poli, un code trouvé dans un livre après tant d'années. Cela ressemblait plus à une coïncidence ou à une mauvaise blague. Cependant, la procédure exigeait qu'il prenne sa déposition. Le dossier Adrien, dormant depuis des années, fut ressorti de sa torpeur. La note fut photographiée et classée comme une nouvelle pièce à conviction, mais sans grande conviction. Pour les gendarmes, il était difficile de croire qu'une énigme aussi vieille puisse être résolue par un simple morceau de papier. Frustrée par ce qu'elle percevait comme de l'inertie, Camille a décidé de ne pas attendre. Elle était convaincue que la solution se trouvait dans le livre lui-même. Adrien était méticuleux et intelligent. Le code devait être simple mais ingénieux. Elle a passé la nuit penchée sur l'ouvrage, la note à ses côtés. C'est alors qu'elle a eu une illumination. Les chiffres n'étaient pas des substitutions de lettres, mais des coordonnées. Page, ligne, mot. 5, 12.3 signifiait page 5, 12e ligne, 3e mot. Tremblante d'excitation, elle a commencé le travail de décryptage. Lentement, mot après mot, un message cohérent a commencé à émerger des pages du vieux traité,
La vérité, cachée à la vue de tous pendant 17 ans, se révélait enfin sous ses yeux. Le message déchiffré était court, factuel et glaçant. Il ne décrivait pas l'agression, mais il en donnait la cause. Ils utilisent la salle des archives. Méfiez-vous du mécène. Ces quelques mots ont fait basculer l'affaire dans une dimension entièrement nouvelle. Il ne s'agissait plus d'une disparition inexpliquée, d'un acte de prédateur isolé ou d'une fugue qui aurait mal tourné. Il s'agissait d'une conspiration. Adrien n'avait pas été une victime choisie au hasard. Il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, quelque chose qui se passait au cœur même de la bibliothèque. Et la mention du mécène était la plus choquante. À Clairefontaine, il n'y avait qu'un seul grand mécène de la bibliothèque, un homme d'affaires respecté, philanthrope, pilier de la communauté, un homme au-dessus de tout soupçon. Armé de cette preuve irréfutable, Camille est retournée à la gendarmerie. Cette fois, l'accueil fut radicalement différent. Face au message décodé, le scepticisme a laissé place à un état de choc, puis à une intense activité. L'affaire. Adrien n'était plus un cold case. Elle était brûlante et potentiellement explosive. Le procureur de la République fut immédiatement saisi et une nouvelle enquête fut officiellement ouverte, non plus pour disparition, mais pour enlèvement et séquestration, avec une piste claire et dangereuse. Le focus n'était plus sur les bois ou le fleuve, mais sur la salle des archives de la bibliothèque et sur un homme que tout le monde à Clairefontaine considérait comme un bienfaiteur. L'enquête venait de prendre un tournant que personne n'aurait jamais pu imaginer. L'enquête, désormais sous la direction du capitaine David Lambert, un homme méthodique et tenace qui n'était qu'un jeune gendarme en 1996, se concentra immédiatement sur la figure du mécène. À Clairefontaine, ce titre ne pouvait désigner qu'une seule personne, Édouard Dubois, un homme d'affaires charismatique et richissime qui avait fait fortune dans l'immobilier avant de se réinventer en philanthrope. Il était le principal bienfaiteur de la bibliothèque, ayant financé sa rénovation 10 ans plus tôt. C'était un pilier de la communauté, un homme au-dessus de tout soupçon, dont le nom était synonyme de générosité. L'idée de le lier à la disparition d'un adolescent semblait absurde, voire sacrilège. Lambert savait qu'il marchait sur un terrain miné. Accuser un tel homme sans preuves accablantes serait un suicide professionnel et déclencherait une tempête médiatique. La première étape, logique et délicate, fut d'examiner discrètement la fameuse salle des archives. C'était une zone à accès restreint, une sorte de sanctuaire au sein de la bibliothèque, abritant des manuscrits et des éditions rares. Pour y pénétrer sans éveiller les soupçons de Dubois ou de ses éventuels complices, Lambert organisa une vérification de sécurité et d'inventaire, sous un prétexte officiel de mise aux normes. Accompagné de seulement 2 experts de confiance, il pénétra dans cette pièce silencieuse où le temps semblait s'être arrêté. L'air était lourd, chargé de l'odeur du vieux papier et du cuir. L'équipe a commencé à examiner méticuleusement chaque étagère, chaque recoin, cherchant non pas un corps, mais une anomalie, un détail qui trahirait un usage clandestin de ce lieu sacré. La découverte ne se fit pas attendre. Derrière une rangée d'épais volumes de droit canon du XVIIIe siècle, un des experts remarqua que le mur en bois ne sonnait pas plein. Une inspection plus minutieuse révéla les contours quasi invisibles d'une porte dissimulée, intégrée à la boiserie. Elle n'était pas ancienne. La serrure était moderne et de haute sécurité. En la forçant, les enquêteurs découvrirent un petit espace de stockage non répertorié sur les plans officiels du bâtiment. À l'intérieur, il n'y avait rien de macabre, mais des preuves d'une activité récente. Plusieurs caisses de transport en bois vides, du matériel d'emballage sophistiqué et, sur le sol poussiéreux, une facture froissée pour un service de transport international datant de quelques mois. Adrien avait raison. La salle des archives servait de plaque tournante pour une opération bien plus vaste. Le lien avec Édouard Dubois se resserra lorsque les enquêteurs exhumèrent les plans de la rénovation qu'il avait financée. Les documents originaux montraient que cet espace de stockage n'existait pas. Il avait été créé pendant les travaux, en violation des plans approuvés. L'entreprise de construction qui avait supervisé le chantier appartenait à un cousin éloigné de Dubois, un homme avec des antécédents pour fraude fiscale. La conspiration prenait forme, révélant un réseau de complicité familiale et professionnelle. Dubois n'avait pas seulement donné de l'argent, il avait activement modifié la structure du bâtiment pour servir ses propres intérêts, créant une zone secrète parfaite pour des activités illicites,
à l'abri des regards, au cœur même de l'institution qu'il prétendait protéger et chérir. Avec ces nouveaux éléments, le capitaine Lambert décida qu'il était temps de rendre visite à la seule témoin oculaire de l'époque, Madame Martine, l'ancienne bibliothécaire. Aujourd'hui âgée de 82 ans et résidant dans une maison de retraite, elle était affaiblie, mais toujours lucide. Lambert ne l'a pas brusquée. Il lui a présenté les faits calmement. La note d'Adrien, la porte secrète, le lien avec Dubois. Confrontée à des preuves qu'elle ne pouvait plus nier, et peut-être soulagée de pouvoir enfin se décharger d'un fardeau porté pendant 17 ans, elle s'est effondrée en larmes. Elle a avoué avoir été au courant. Dubois et un autre homme qu'elle décrivait comme plus jeune et menaçant utilisèrent la salle pour échanger des documents. Ils l'avaient intimidée, la menaçant de faire couper les subventions à la bibliothèque si elle parlait. Sa peur l'avait condamnée au silence. Le témoignage de Martine, bien que tardif, fut l'élément déclencheur. Le procureur, désormais convaincu, signa immédiatement des mandats de perquisition pour le domicile et les bureaux d'Édouard Dubois. L'opération fut menée à l'aube de manière synchronisée pour éviter toute fuite ou destruction de preuves. Dans le sous-sol de sa luxueuse villa, les enquêteurs ne trouvèrent pas de restes humains, mais quelque chose de tout aussi accablant. Une collection privée d'artefacts historiques, de livres rares et de manuscrits d'une valeur inestimable. Une analyse rapide a permis de confirmer que plusieurs de ces pièces avaient été déclarées volées dans de petits musées et bibliothèques à travers l'Europe. Le mobile n'était plus un mystère. Adrien avait découvert un trafic d'art et de biens culturels à grande échelle, orchestré par le plus grand bienfaiteur de la ville. La preuve finale, celle qui reliait directement le trafic à la mort d'Adrien, fut trouvée dans un coffre-fort au bureau de Dubois. À l'intérieur, parmi des registres comptables détaillés de ces transactions illégales, se trouvait une chemise en carton portant l'étiquette « Problème bibliothèque, 1996 ». Elle contenait une seule feuille, une photocopie d'une page d'un des livres de cryptographie qu'Adrien avait consulté. Dans la marge, des annotations nerveuses, écrites de la main de l'adolescent, tentèrent de déchiffrer une série de codes d'inventaire qu'il avait dû voir sur les caisses. Adrien n'avait pas seulement vu quelque chose, il avait compris. Il enquêtait, utilisant ses propres compétences pour percer leurs secrets. Cette feuille de papier était sa condamnation à mort, et pour les enquêteurs, la preuve irréfutable du meurtre prémédité. Avec la preuve matérielle de la chemise en carton, Édouard Dubois fut placé en garde à vue. L'interrogatoire commença dans une salle froide et impersonnelle, un contraste saisissant avec le luxe de sa vie. Au début, Dubois était l'incarnation de l'arrogance. Entouré de ses avocats, il niait tout en bloc, traitant les accusations de fantasmes ridicules. Il parlait de sa générosité, de son amour pour l'art et la culture, se peignant en victime d'un acharnement policier. Le capitaine Lambert resta impassible, laissant Dubois s'enfermer dans ses propres mensonges. Il présenta les preuves une par une. La porte secrète, les factures de transport, le témoignage de Madame Martine. Pour chaque élément, Dubois avait une explication plausible, tordant la vérité avec l'habileté d'un homme habitué à manipuler son monde. Il ne montrait aucune fissure, certain que son statut le protégerait. Le tournant de l'interrogatoire survint lorsque Lambert mentionna le nom de Vincent Lemaire, l'homme de main que Madame Martine avait décrit. Lambert informa Dubois que Lemaire, arrêté simultanément, avait été beaucoup moins résistant. Il avait commencé à parler, cherchant à négocier un accord en se présentant comme un simple exécutant. À la mention de cette trahison, une lueur de panique traversa pour la première fois le regard de Dubois. L'idée que son complice, l'homme qui avait fait le sale travail, puisse le charger pour sauver sa propre peau, a ébranlé sa confiance. Lambert a ensuite posé sur la table la liste des artefacts volés trouvés dans sa cave, en parallèle des rapports de vol correspondants de musées européens. Le trafic n'était plus une supposition, mais un fait avéré. Le réseau était exposé. La question n'était plus de savoir s'il était un criminel, mais jusqu'où allait sa criminalité. Puis, Lambert a sorti la pièce finale, l'arme fatale qu'il avait gardée pour la fin. Il a fait glisser lentement sur la table la chemise en carton marron avec son étiquette manuscrite « Problème bibliothèque, 1996 ». Il l'a ouverte pour révéler la photocopie des notes d'Adrien. Le silence dans la salle devint absolu. Le visage de Dubois se décomposa. Ce n'était plus la surprise ou la colère, mais la reconnaissance pure et simple de la défaite.
Ce morceau de papier, conservé par une arrogance stupide, était la preuve irréfutable qu'il savait qu'Adrien était une menace. C'était le lien direct, indéniable, entre son trafic et la disparition de l'adolescent. Le sang quitta son visage. Son corps, autrefois droit et dominant, s'affaissa sur sa chaise. Le grand mécène de Clairefontaine n'était plus qu'un vieil homme piégé par son passé. La confession qui suivit fut un torrent de justifications et de blâmes rejetés, mais les faits étaient là, brutaux et sordides. Ce soir d'octobre 1996, Adrien, par une curiosité qui lui fut fatale, était resté un peu plus tard à la bibliothèque. Il avait vu Dubois et Lemaire transférer une caisse d'artefacts volés dans la salle des archives. Plutôt que de fuir, l'adolescent, fasciné par ce qu'il pensait être des documents historiques, s'était approché. Il n'avait pas accusé, il avait posé des questions d'une intelligence et d'une précision terrifiantes sur la provenance des objets, montrant qu'il comprenait déjà qu'il y avait quelque chose d'illégal. Dans la panique, Lemaire avait attrapé le garçon pour le faire taire. Dubois, voyant sa vie entière et son empire criminel sur le point de s'effondrer à cause d'un adolescent trop curieux, n'avait rien fait pour l'arrêter. Le meurtre n'était pas prémédité, mais la dissimulation, elle, fut d'une froideur méthodique. Lemaire, dans un accès de violence, avait étouffé Adrien dans la salle des archives. Le silence était retombé, lourd et définitif. Le problème n'était plus de faire taire le garçon, mais de faire disparaître le corps. C'est là que l'opportunité diabolique s'est présentée. La bibliothèque était en pleine rénovation, une rénovation financée par Dubois lui-même. Le bruit des marteaux-piqueurs et des bétonnières couvrait tout. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité et du chaos du chantier, ils ont transporté le corps d'Adrien dans l'aile en construction. La vérité, la plus horrible qui soit, était que le garçon n'avait jamais quitté la bibliothèque. Il était resté là, pendant 17 ans, dans le lieu qu'il aimait le plus. Il est ici, avoua finalement Dubois, la voix brisée, presque un murmure, dans les fondations, sous la nouvelle aile. L'horreur de la révélation glaça le sang des enquêteurs présents. Adrien n'avait pas été jeté dans un bois ou une rivière. Il avait été emmuré, transformé en partie intégrante de la structure même de la bibliothèque. Son sanctuaire était devenu son tombeau. C'était un secret parfait, scellé par des tonnes de béton et par le respect que toute la ville vouait à son bienfaiteur. Chaque personne qui avait marché sur le sol de cette nouvelle aile, chaque étudiant qui y avait lu un livre, avait, sans le savoir, marché au-dessus du corps de l'adolescent disparu. La vérité n'était pas seulement cachée à la vue de tous, elle était littéralement sous leurs pieds. La nouvelle de la confession se répandit comme une onde de choc. Pour le capitaine Lambert et son équipe, il n'y eut aucun sentiment de triomphe, seulement le poids écrasant d'une vérité monstrueuse. La tâche la plus difficile restait à accomplir, annoncer la nouvelle aux parents d'Adrien. Ce soir-là, Stéphane et Hélène ont appris que leur fils était mort le soir même de sa disparition. La torture de l'incertitude, qui les avait rongés pendant 17 ans, prit fin, remplacée par la certitude d'un cauchemar absolu. Leur fils reposait depuis tout ce temps à quelques centaines de mètres de leur maison, dans le lieu qu'ils considéraient comme son deuxième foyer. Le fantôme de Clairefontaine avait enfin un nom, une histoire et un tombeau. La ville, trahie par son héros, allait devoir faire face à ses démons, et le deuil, si longtemps suspendu, pouvait enfin commencer. L'excavation de la nouvelle aile de la bibliothèque a commencé le lendemain matin, dans une atmosphère d'une lourdeur suffocante. La ville de Clairefontaine retenait son souffle. Ce n'était plus un chantier de construction, mais une exhumation. Le bruit strident des marteaux-piqueurs brisant le béton résonnait comme une profanation. Un son sacrilège dans ce lieu de savoir et de silence. Les parents d'Adrien, Stéphane et Hélène étaient là, tenus à distance par un cordon de sécurité. Mais leurs yeux ne quittaient pas le sol éventré. Ils ne pleuraient pas encore. Ils attendaient, suspendus dans un dernier moment de purgatoire, le moment où 17 ans de cauchemar abstrait prendraient enfin une forme physique et tragiquement réelle. Lorsque les ouvriers ont cessé leur travail, un silence de mort est tombé sur la place. La découverte avait été faite. Le sanctuaire était devenu un tombeau. Pour la première fois en 17 ans, Hélène et Stéphane ont pu organiser des funérailles. La cérémonie, qui s'est tenue dans la petite église de Clairefontaine, a rassemblé toute la communauté. Il n'y avait plus de murmures, de regards suspicieux ou de pitié maladroite. Il n'y avait qu'un chagrin collectif et une honte partagée.
La ville entière pleurait non seulement la perte d'un de ses enfants, mais aussi sa propre innocence perdue, sa confiance trahie. Pour ses parents, ce rituel était à la fois une torture et une libération. Enfin, ils pouvaient dire adieu. Enfin, Adrien n'était plus une absence, un dossier froid ou une légende urbaine. Il était leur fils, un garçon de 16 ans dont la vie avait été volée et qui pouvait enfin reposer en paix, non plus sous le poids du béton et du secret, mais dans la terre de son village. Le procès d'Édouard Dubois et de Vincent Lemaire fut un événement médiatique national qui a mis à nu la face sombre de Clairefontaine. Dubois, l'ancien mécène, a tenté de se présenter comme une victime de la manipulation de son complice, mais les preuves étaient accablantes. Son arrogance s'est effritée jour après jour, révélant un homme vide, consumé par la cupidité. Lemaire, de son côté, a avoué le meurtre dans une tentative désespérée d'obtenir une peine réduite, décrivant la scène avec une froideur qui a glacé le tribunal. Ils furent tous deux reconnus coupables. Dubois a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de meurtre et direction d'un réseau de trafic d'art. Lemaire a écopé de 30 ans de prison. La justice, bien que tardive, avait été rendue, mais elle n'offrait aucune consolation, seulement la fin d'un chapitre sordide. La ville de Clairefontaine a dû apprendre à vivre avec sa nouvelle identité, celle d'un lieu où le mal s'était déguisé en bienveillance. Le nom de Dubois, autrefois gravé sur des plaques commémoratives, a été effacé dans la honte. La bibliothèque, bien que toujours debout, était à jamais marquée. Elle est devenue un mémorial involontaire, un lieu où chaque visiteur ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui se cachait sous ses pieds. La confiance entre les habitants, déjà érodée par des années de suspicion, a mis longtemps à se reconstruire. La disparition d'Adrien avait empoisonné la communauté pendant près de 2 décennies. La vérité, aussi nécessaire fût-elle, l'a laissée avec des cicatrices profondes, un rappel permanent que les monstres ne vivent pas toujours dans l'ombre, mais parfois en pleine lumière, sous les applaudissements de tous. Camille, l'étudiante qui avait trouvé la note, est devenue une figure locale malgré elle. Elle a terminé sa thèse, mais son nom restera à jamais associé à la résolution de l'affaire Adrien. Elle a reçu des éloges pour sa perspicacité, mais a toujours porté le poids de sa découverte avec une humilité sobre, refusant la plupart des interviews et retournant à l'anonymat de ses études. Le capitaine Lambert, lui, a été promu pour son travail acharné. Il avait résolu l'affaire qui avait hanté son prédécesseur, le commissaire Moreau, qui est décédé quelques mois après le procès, comme s'il avait enfin pu trouver la paix. Pour Lambert, cette enquête est restée le point culminant de sa carrière, non pas une source de fierté, mais une leçon profonde sur la patience, la ténacité et la nature insidieuse du mal. Plutôt que de laisser la haine les consumer, Hélène et Stéphane ont choisi de transformer leur douleur en un héritage. Avec l'argent des dommages et intérêts qu'ils ont reçus, ils ont créé la Bourse Adrien, une fondation destinée à aider les jeunes étudiants en histoire et en cryptographie, ces passions qui avaient à la fois illuminé et coûté la vie de leur fils. Chaque année, un jeune lauréat reçoit une aide pour poursuivre ses recherches, pour nourrir la curiosité qu'Adrien incarnait. La librairie d'Hélène est redevenue un lieu de vie, et la chambre de leur fils, autrefois un sanctuaire de chagrin, a finalement été vidée. Adrien n'était plus un fantôme prisonnier du passé. Son nom était désormais synonyme de connaissance, de courage et de la vérité qui, même enfouie sous des tonnes de silence, trouve toujours un moyen de percer. Aujourd'hui, la bibliothèque de Clairefontaine n'est plus seulement un lieu de savoir. Elle est devenue un mémorial silencieux. La nouvelle elle, celle bâtie sur le secret et la mort, a été conservée, mais une plaque discrète a été installée près de l'entrée. Elle ne mentionne pas les détails sordides de l'affaire, mais rend simplement hommage à Adrien, un ami des livres dont la curiosité était aussi vaste que les mondes qu'ils contiennent. Les visiteurs, surtout ceux qui connaissent en l'histoire, marchent sur le sol de cette aile avec une forme de recueillement. Le silence qui y règne n'est plus celui de l'étude, mais celui d'un lieu hanté par la mémoire, un rappel constant que les fondations de la connaissance peuvent parfois reposer sur les vérités les plus sombres. Le bâtiment est à jamais marqué, son histoire entrelacée avec celle du garçon qui l'a abrité et enseveli. Pour Hélène et Stéphane, la justice rendue par les tribunaux n'a jamais été une fin en soi. Leur véritable combat était de s'assurer que la vie de leur fils, et non sa mort, définisse son héritage. La Bourse Adrien est devenue l'œuvre de leur vie.
Chaque année, en Saint-Ondit, remettant la bourse à un jeune étudiant passionné, ils ne font pas que perpétuer un souvenir. Ils transmettent une flamme. Ils voient dans les yeux de chaque lauréat l'étincelle de curiosité qui animait leur fils, cette soif de comprendre le monde qui lui a été fatal, mais qu'il refuse de voir s'éteindre. C'est leur manière de transformer l'acte le plus destructeur en une force créatrice, de s'assurer que de la plus grande obscurité puisse naître une lumière, aussi modeste soit-elle. Leur douleur ne s'est jamais effacée, mais elle a trouvé un sens, une direction. La ville de Clairefontaine, quant à elle, a dû entreprendre un long et douloureux examen de conscience. Le cas Dubois a brisé l'illusion d'une communauté parfaite et a forcé les habitants à se regarder dans le miroir. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu élever un monstre au rang de héros? La leçon fut brutale. La respectabilité n'est pas une garantie de moralité, et la générosité peut être un masque. La méfiance a remplacé la confiance aveugle d'autrefois. Les gens sont devenus plus critiques, plus conscients des apparences trompeuses. La ville a perdu son innocence, mais a peut-être gagné en sagesse. Elle a appris que la véritable force d'une communauté ne réside pas dans son silence complaisant, mais dans sa capacité à affronter les vérités dérangeantes, même celles qui se cachent en son propre sein. L'histoire d'Adrien est finalement devenue une parabole sur le temps, la vérité et la mémoire. Elle nous enseigne qu'aucun secret, aussi profondément enfoui soit-il, n'est éternel. Il a fallu 17 ans, le hasard d'une consultation de livres et la perspicacité d'une jeune étudiante pour qu'un simple morceau de papier devienne la clé d'une conspiration monstrueuse. C'est un rappel puissant que la vérité n'a pas besoin de grands gestes pour émerger. Elle peut se nicher dans les plus petits détails, attendant patiemment la bonne personne au bon moment. Ce jour-là, Clairefontaine a appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul fondement sur lequel on peut reconstruire, et que les secrets que l'on croit scellés par le temps trouvent toujours une voie pour éclater au grand jour. L'histoire d'Adrien nous rappelle que derrière chaque dossier classé, il y a des vies brisées et des familles qui attendent une réponse. Si vous croyez qu'aucune victime ne devrait être oubliée et que la quête de la vérité est un devoir fondamental, nous vous invitons à partager cette vidéo. Votre soutien aide à donner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui méritent d'être racontées. Merci de nous avoir écoutés.